Bonjour. Alors, après avoir parlé de la Mega Drive, aujourd'hui on va parler de la Super Famicom, connue en Europe sous le nom de Super Nintendo, Super NES aux États-Unis. Donc, beaucoup de choses à dire sur la Super Famicom parce que c'est une console vraiment très emblématique et qui correspond à un moment de l'histoire du jeu vidéo vraiment charnière. Le début des années 90, alors c'est vraiment le tout début puisqu'elle est sortie en 1990, soit à peu près un peu moins de 2 ans après la Mega Drive. Je vais raconter un petit peu l'histoire que j'ai moi avec cette console. Alors j'avais un pote, sa mère travaillait à Air France, et un jour ce pote m'appelle et me dit je suis allé à Paris, j'ai fait un aller-retour pour aller chercher la nouvelle console de Nintendo. Moi je la connaissais pas trop à l'époque puisque moi j'étais Sega à fond et j'étais pas très intéressé par les consoles Nintendo. Et donc il est revenu de Paris avec cette console. Donc c'est exactement celle-ci, puisqu'il me l'a revendue quelques mois après, mais bon, on verra ça plus tard. Donc c'était cette version-là, donc c'est pour ça que la boîte n'est pas nickel. Moi j'aime bien les objets vraiment en parfait état. Bon, celle-là, elle a voyagé et elle a un petit peu vécu, mais elle a son charme, alors je l'ai gardée dans l'état. J'aurais pu en trouver en meilleur état, c'est assez facile à trouver encore les boîtes Super Famicom. Il y en a pas mal au Japon, pas trop cher. Mais voilà, celle-là, c'est celle de 1990. Et donc j'arrive chez lui, et là, il me montre ça. F0. Alors je pense que toutes les personnes qui ont connu F0 dans les années 90 vous diront la même chose. On a été bluffé par cet effet de vitesse et surtout par ce nouvel effet qu'on n'avait jamais vu avant, donc que Nintendo avait appelé le mode 7. Mode 7, pourquoi 7? Parce qu'il y avait plein de modes intégrés dans la console dès le départ par Nintendo. Et ce septième mode permettait de gérer les zooms et les rotations en hardware. Donc, c'est-à-dire que les programmeurs n'avaient pas besoin de programmer cet effet. Parce qu'à l'époque, l'effet de zoom, notamment ou de rotation, il fallait le programmer entièrement. C'était donc très complexe à faire. Puis, certaines machines ne pouvaient pas le gérer. Et là, alors que là, avec la Super Famicom, on avait un effet 3D directement en hardware, donc c'était beaucoup plus facile d'avoir ce rendu incroyable pour l'époque. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, donc un an avant, était sortie la Mega Drive. Donc là, j'ai un flyers d'époque du jeu mythique de la Mega Drive, donc Thunder Force 3, qui était considéré comme le plus beau jeu de la console à cette époque-là. Comme on peut voir sur ce flyer en bas, là c'est flou, j'ai essayé d'avoir un meilleur rendu comme ça. Ici, le rendu des flammes était un effet sinusoïdal, ce qui était vraiment révolutionnaire à l'époque sur Mega Drive, puisque ça c'était la Mega Drive, donc elle est sortie en 88, et ce jeu est sorti un tout petit peu après la sortie de la Mega Drive, donc c'était vraiment ce qu'il y avait de plus beau à l'époque. On avait vu cet effet sinusoïdal de scrolling. Il y avait des scrollings différentiels aussi avec plusieurs plans, mais on n'avait jamais vu cet effet 3D. Alors ça, c'était vraiment totalement une innovation de Nintendo. D'ailleurs, je pense que c'est la plus grosse innovation de Nintendo sur cette console. Il y a eu d'autres innovations dont on va parler, mais ce mode 7, c'était vraiment révolutionnaire. Le jeu qui en a tiré parti dès le départ et que mon pote avait ramené de Paris, c'était F0 bien sûr. Alors moi je m'en fichais complètement des jeux de bagnole à l'époque, c'était pas du tout mon centre d'intérêt principal. Moi je préférais les jeux de plateforme et notamment, alors il avait ramené de Paris ce jeu également, Super Mario World, que je vais mettre d'ailleurs, tiens maintenant. Et donc voilà, la Super Famicom, bon là elle a un accessoire sur le Satellaview qui était pas du tout sorti à l'époque de la sortie de la console. Mais bon, il est tellement beau que je laisse. Donc le jeu mythique, il est là. Super Mario World.
Alors mythique, mais bien sûr, parce que c'était la suite du 3 qui lui-même était mythique sur la NES. Et ce qu'on peut voir quand même, c'est que graphiquement, celui-là n'avait rien de révolutionnaire. Il était sympa, on peut dire qu'il était plutôt beau parce qu'il était coloré, mais c'était quand même des graphismes très très basiques qui n'utilisaient pas vraiment la console à sa pleine puissance. Mais pour moi, c'était la première fois que j'essayais un jeu Mario, parce que comme je n'avais pas eu la NES, et elle ne m'intéressait pas du tout à l'époque, puisque la Master System me convenait parfaitement, je n'avais jamais joué à Super Mario. D'ailleurs, on voit bien il est sous-titré Super Mario Bros 4, qui était bien la suite quasiment directe du 3. Mais ils l'ont fait, c'est un jeu qui a été quand même fait, qui a eu un développement assez rapide, donc il est sorti sans grande innovation technologique. Donc F-Zero faisait vraiment figure de jeu révolutionnaire pour l'époque. C'est vrai qu'il était quand même incroyable. Donc mon ami donc, était revenu de Paris avec le Super Mario World, le F-Zero, ce jeu aussi, Pilot Wings. Alors Pilot Wings, il était sympa parce que celui-là, pareil, de la même manière qu'F-Zero, il utilisait à fond le mode 7, puisque c'était un jeu on va dire de simulation de vol, mais aussi de saut en parachute. Et donc quand on sautait de l'avion, on voyait le sol se rapprocher en zoomant et en rotation, ce qui était quand même assez incroyable aussi à l'époque. Donc ça, c'était la première fournée de jeux qu'il avait eue. Mais il y avait aussi un autre jeu. Il avait aussi un autre jeu. C'est celui-ci. Alors, Bombusal. Bon, personne connaît, à part moi, je pense. Et quelques fans de la première heure de la Super Famicom. Alors, pourquoi ça, pourquoi il avait pris ce jeu alors qu'il y avait d'autres excellents jeux? Déjà, il était livré avec la console. Donc, il avait acheté cette console. Et ce jeu-là était offert avec. Il l'avait acheté chez Shoot Again, la console. Donc, les Parisiens connaissent forcément cette boutique. Et c'était l'époque aussi où les magasins, pour se différencier de la concurrence, n'hésitaient pas à offrir un jeu. Alors celui-là, ça n'avait pas dû leur coûter bien cher de l'offrir avec, parce que c'est un jeu qui n'avait pas eu de succès. Pourtant, c'est un bon jeu. C'est un très très bon jeu. Enfin, un très bon jeu, il ne faut pas exagérer, mais c'était un bon jeu de réflexion à l'époque, qui était vraiment très très sympa, que moi j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'était les premiers jeux qu'il avait eu, dont j'ai pu profiter. Et puis après, il avait rentré, je crois qu'il était revenu une deuxième fois à Paris pour revendre des jeux. Donc il avait revendu cette pile de jeux et il était revenu avec ce jeu. Contra, je vais le mettre d'ailleurs en démo. Contra Spirits, Contra 3, qui était aussi un jeu très très innovant, puisque il y avait deux phases de jeu, une phase de jeu plateforme classique, action plateforme, et cette phase de jeu qui était totalement dingue à l'époque, puisqu'on pouvait donc jouer à deux déjà en écran splitté, ce qui était génial. Chacun avait la possibilité de faire son parcours, mais surtout l'innovation, c'était ça, c'était le décor en 3D, la capacité, enfin le décor en 3D qui utilisait ce fameux mode 7, donc qui permettait de faire des rotations. Ce qui était marrant d'ailleurs, c'était qu'on pouvait faire les rotations avec les boutons de la manette, L et R, et ce qui était assez innovant comme gameplay aussi. J'avais jamais vu ce type de jeu. Donc Contra, très très gros jeu à la sortie qui était vraiment mythique. Donc ce jeu, il utilisait le mode 7 et il utilisait aussi la palette de couleurs de la Super Famicom qui était nettement supérieure à celle de la Mega Drive à l'époque. Alors je sais plus exactement, j'ai plus les chiffres, mais par exemple la palette de couleurs, la Mega Drive pouvait afficher 56 couleurs en même temps, admettons, la Super Nintendo pouvait en afficher 256, ce qui permettait d'avoir des graphismes qui étaient de bien meilleure qualité, enfin en tout cas des dégradés beaucoup plus beaux que sur Mega Drive. Après, il y a des jeux Mega Drive, comme Sonic par exemple, qui même avec moins de couleurs affichables à l'écran, arrivaient à être extrêmement beaux.
Donc Contra 3, très bon jeu. Puis après, donc, on a eu, il est revenu de Paris encore une fois, avec ce jeu que je vais mettre dans la console tout de suite. Gambale Goemon. Alors ça, c'est un petit chef-d'œuvre. Je n'avais jamais entendu parler de Goemon avant, puisque les épisodes précédents étaient sortis sur la Famicom. Et même, je ne sais même plus s'il était sorti en version européenne, je crois pas. Donc c'était vraiment une série de jeux connue que par les Japonais, qui était absolument mythique pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça se passait dans le Japon médiéval, et ça c'était cool. Les musiques de ce jeu étaient fabuleuses. Je ne sais pas s'il y a une démo tournante de ce jeu, je ne sais pas, apparemment pas. Donc ce jeu, qu'est-ce qu'il avait d'innovant? Non, ça c'est le logo Konami, oui, parce que c'est encore un jeu Konami. Donc Konami avait été très actif à la sortie de la Super Famicom, ils avaient sorti de très bons jeux. Il y avait aussi le Castlevania qui était mythique, alors pas pour moi j'y avais pas trop accroché, mais pour beaucoup de gens ça reste mythique. Donc on revient sur Goemon. Donc Goemon, jeu absolument fabuleux parce qu'il était jouable à deux. C'était un jeu action-aventure jouable à deux. J'avais jamais vu ça, avec une alternance de phases vue de dessus un peu comme un Zelda et plateforme vue de profil où on pouvait, donc les deux phases étaient jouables à deux. C'était fabuleux. Nous on avait galéré à le faire en japonais, mais on y avait quand même, je crois qu'on était quasiment arrivé à la fin. Donc la notice est magnifique. Il y a même ce petit livret là qui est trop canon. Donc un jeu absolument grandiose. Un autre. Il y avait des phases aussi où il utilisait le mode 7 de la Super Famicom d'ailleurs aussi. Après ça, donc, il avait eu, toujours le même pote, avait eu ce jeu. Alors ça, je n'avais jamais entendu parler de Final Fantasy avant, vu que je n'avais pas la NES. Alors Final Fantasy était sorti en version européenne sur la NES, ou en tout cas en version américaine. Mais moi je n'en avais pas entendu parler, alors qu'au Japon c'était un succès absolument colossal. Donc les 3 premiers épisodes étaient sortis sur la Famicom, et donc le 4e épisode était le premier à sortir sur la Super Famicom, avec des graphismes qui n'étaient pas fracassants à l'époque. C'était vraiment un des premiers jeux de rôle sur la Super Famicom. Mais on peut voir là aussi on peut voir ici qu'il y avait la carte. Donc on pouvait se balader sur la carte en mode 7, donc avec cet effet 3D qui était absolument incroyable. Très très bon jeu. Des musiques à tomber, c'était vraiment un jeu ultime. Moi c'est le jeu qui m'a fait aimer les Final Fantasy. Et d'ailleurs on avait essayé d'y jouer en version japonaise. On avait vraiment galéré parce qu'il était vraiment très très difficile. C'était très difficile d'y jouer en japonais quand on ne le comprenait pas, mais on avait quand même tenté, mais on ne l'avait pas fini. Donc ça c'était un autre gros jeu de la Super Famicom. Mais le jeu mythique, évidemment, sans surprise, ça reste Zelda. Et je vais le faire tourner tout de suite. Le voilà, il est bien dans la console. Le jeu mythique de la Super Famicom, sorti au début de la Super Famicom en plus. Il n'était pas sorti en même temps que la console, mais quand même il était sorti très très tôt. Donc c'était vraiment incroyable de pouvoir y jouer en version japonaise, alors que la Super Nintendo n'était même pas encore sortie en France. D'ailleurs à l'époque on l'appelait Zelda 3 dans les magazines. Il ne s'est jamais appelé Zelda 3 d'ailleurs, il n'y a aucune boîte où il y a le chiffre 3, mais on l'appelait comme ça parce que forcément les 2 premiers épisodes étant sortis sur la Famicom et la NES, c'était logique de l'appeler Zelda 3. Donc un jeu, là j'ai pas grand chose à dire sur ce jeu, hein, si ce n'est que c'est le jeu mythique de la Super Nintendo. Avec là, tiens, on tombe bien, un beau petit exemple du mode 7. Ça aussi c'était complètement dingue, hein, de le voir à l'époque
de voir cet effet 3D, encore une fois, sur un jeu vidéo. Donc là, on avait vraiment les premiers jeux de départ qui m'ont fait découvrir la Super Famicom. Alors, à l'époque, ce n'était pas encore ma console, c'était, comme j'expliquais, la console de mon pote. Mais une fois qu'il a eu fait tous ces jeux, on les a fait quasiment tous ensemble. Tous ces jeux, je vais les positionner comme ça pour voir la beauté des boîtes en même temps. Bon, Pilot Wings, la beauté de la boîte, je suis pas sûr. Hein. Elle est quand même très très moche cette boîte. Et on va quand même mettre Bombusal aussi, même si la boîte n'est pas terrible. Ça reste un bon souvenir, en tout cas pour moi. Voilà, donc là on a ce qu'on peut appeler un beau panel de jeux de départ sur Super Famicom. La Super Famicom était très innovante comme console par rapport à la Mega Drive, puisque c'était sa concurrente principale. Quelles étaient les 3 innovations principales de la Super Famicom? Premièrement, le mode 7, on en a suffisamment parlé, qui permettait d'avoir ces effets 3D sur les jeux. La deuxième innovation, c'était la palette de couleurs. Mais la troisième, c'était la manette. Alors la manette, pourquoi on peut dire qu'elle était innovante? D'ailleurs, on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Voir si je ne l'ai pas ouverte depuis, puisque celle qui tourne ici, ce n'est pas celle que j'avais eue. J'en avais racheté d'autres à l'époque. Donc ça, par contre, c'est celle d'époque. Hop! On va l'ouvrir un petit peu pour voir ce qu'il y a dedans. Je ne l'ai pas rouverte depuis 1992, peut-être. Hop! La voilà. Ah, elle était quand même jolie cette console. Moi j'adorais. Puis ce logo là, ce logo bleu, vert, jaune, rouge, c'était vraiment fabuleux. Et donc voilà la grosse innovation, la troisième grosse innovation de cette console, le pad. Alors déjà il est super beau, hein. Je le trouve tellement réussi ce pad. Il est incroyable au niveau du design. Ces couleurs de boutons là, c'est parfait. Mais l'innovation, donc c'était 4 boutons, c'était pas mal. Mais c'était vraiment ces 2 boutons, le L et R sur les tranches ici. Ça, c'était complètement fou à l'époque. Ça donnait une manette qui avait 6 boutons. Donc la Mega Drive à la même époque, elle avait que 3 boutons. Ils ont sorti un pad 6 boutons en suivant, mais au début elle n'avait que 3 boutons. D'ailleurs on peut en voir une ici, bon elle est en version américaine celle-ci, mais voilà le pad de la Mega Drive. 3 boutons. Et donc Nintendo directement arrive sur le marché avec une manette 6 boutons alors que la Famicom n'en avait que 2. Et il y avait quand même un bouton Select et Start en plus. Donc sur la manette, il y a carrément 8 boutons. Parce que des fois, les jeux utilisaient cette fonctionnalité Select. Autre chose qu'on peut dire sur la manette, c'est qu'il y en avait 2. Directement intégrés dans la console. Ça aussi, c'était une innovation vraiment incroyable à l'époque. La Mega Drive était livrée avec une manette et il y a eu très très peu de consoles livrées directement avec de manettes. D'ailleurs maintenant ça ne se fait plus du tout, plus personne ne livre les consoles avec de manettes, vu déjà le prix des manettes qui est exorbitant. Il y a une autre subtilité aussi, c'est que la Super Famicom n'a eu que cette version de console. Il n'y a jamais eu de bundle au Japon de console. Par exemple, en Europe, nous on a eu la version, on le verra plus tard, on a eu la version Street Fighter 2, Mario Kart, Donkey Kong, donc des bundles console plus jeux. Au Japon, ça n'est jamais arrivé. Nintendo a toujours vendu uniquement ce format de boîte et de console, donc livré directement avec 2 manettes.
Et ce qui est assez hallucinant aussi, c'est que Nintendo n'a jamais vendu de manettes séparément au Japon. En Europe, oui, et aux États-Unis aussi. Mais au Japon, on ne pouvait pas acheter une deuxième manette Nintendo pour la Super Famicom. Alors, il y avait un fabricant, Ori, qui fabriquait des manettes, il me semble que c'était Ori, qui fabriquait des manettes pour la Super Famicom. C'est hallucinant, je trouve, qu'il n'y ait jamais eu de manettes vendues séparément. Trois innovations. 1. Le mode 7. 2. La palette de couleurs. 3. La manette. Mais il y a quand même encore une autre innovation. Mais bon, est-ce que c'est une vraie innovation? Oui, si, on peut dire ça comme ça quand même. C'est le son de la Super Famicom. Alors là, je vais mettre un petit peu plus de son pour qu'on entende ça quand même. Alors, qu'est-ce qu'il avait d'innovant ce son? Il y avait quasiment un rendu symphonique quand il était bien programmé. La Mega Drive, le son était beaucoup plus rough, moins rond que sur la Super Famicom. Alors, c'était pour certains jeux, c'était pas une innovation majeure, mais pour des jeux comme Final Fantasy, alors là, Final Fantasy, on peut dire que c'est la série des jeux qui a optimisé le processeur sonore de la Super Famicom. Que ce soit le 4, le 5 ou le 6, les musiques sont absolument divines. Alors Squaresoft, de manière générale, je pense que ça a été l'éditeur le plus prolifique de la Super Famicom en termes de son. Bon, après, les jeux étaient fabuleux aussi, mais au niveau des musiques, on peut rajouter aussi Seiken Densetsu, donc Secret of Mana, et bien sûr le légendaire Chrono Trigger, dont on parlera plus tard. Tous ces jeux-là ont des bandes-son absolument incroyables, magnifiques, et qui utilisaient à fond le processeur sonore de la Super Famicom. Alors après, personnellement, moi je préfère le son Mega Drive, qui est beaucoup plus, un petit peu plus agressif, plus électro. Bon, effectivement, c'est utilisé un processeur sonore qui était plus ancien. Mais on peut aussi constater que le son de la Mega Drive pouvait être incroyable aussi sur des jeux comme Streets of Rage. Donc c'était aussi une question de programmation. Donc voilà un petit peu pour les différences entre la Mega Drive et la Super Famicom. Donc la Super Famicom quand même avait vraiment énormément de choses à faire valoir. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a écrasé la concurrence au Japon. Autant la Mega Drive s'en est très bien tirée sur le sol américain, la Genesis, c'est très bien vendu. Ils avaient à peu près 50% de part de marché aux États-Unis. Par contre, Nintendo, au Japon, ils avaient quasiment l'intégralité du marché pour eux. La Mega Drive pesait rien du tout au Japon, malheureusement. Mais c'est comme ça. Il faut dire que quand on voit cette pile de jeux, déjà, alors là, on parle d'une époque où Street Fighter 2 n'était même pas encore sorti encore. Donc là, il va y avoir après la deuxième couche quand Street Fighter 2 va sortir, Mario Kart. Enfin, après, il y a eu un déluge de nouveautés qui était hallucinant aussi sur Super Famicom, même s'il y en a eu aussi sur Mega Drive. Je pense que la Super Famicom, là, elle a déroulé un nombre de jeux. On n'avait jamais vu ce rythme de sortie de gros titres. Donc on va s'attarder sur tous les autres jeux et sur la manière dont je les ai présentés dans ma collection. Donc dans une prochaine vidéo, on va s'attarder à la façon dont j'ai présenté les jeux dans mon nouvel espace de collection. Donc voilà, je vous le fais un petit aperçu rapide et on rentrera dans les détails dans une prochaine émission. Il y en a ici, il y en a pas mal ici aussi. Il y a plusieurs corners comme j'avais fait pour la Mega Drive. Oh, on dirait qu'il y a du Rockman ici. Et là, on dirait bien qu'il y a un meuble dédié à la console. Voilà, on va voir ça dans une prochaine émission. À bientôt.